Oui, je disais merci à tous d'être présents. Pour les questions, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir au milieu de la présentation entre play et design, vous pourrez en poser vous pouvez en poser tout le long de la présentation. Je tâcherai d'y répondre lorsque j'aurai fini la partie sur play, et quand on passera après sur design, n'hésitez pas à rendre les choses un peu plus interactives avec toutes les questions que vous souhaitez dans le chat. Donc la présentation va durer à peu près 45 minutes et je vais commencer en vous parlant de BTPig qui digitalise sa gestion de production. Donc, on va commencer avec. Pourquoi le slide passe? Voilà. Donc, on va commencer avec une petite histoire sur la construction, puis le fait que cette société a besoin de pilotage et les fonctionnalités que l'on a mis en œuvre chez Iterop pour pouvoir répondre à ce besoin. En effet, donc pendant le confinement, on a été contacté par une jeune société, BTPig, qui vient d'être montée par trois frères dans le domaine de la construction de maisons pour les particuliers. Alors, le fait des aspirations de retour à la nature, des considérations écologiques de plus en plus fortes, font que le carnet de commandes de cette société a explosé. Et cette société propose depuis déjà bon nombre d'années 3 types de constructions en préfabriqué: des structures en paille, des structures en bois et des structures en briques. Donc, dans ces trois cas, donc ces maisons respectent des normes exigeantes en matière d'empreinte carbone, de résistance aux attaques du vent, grâce à des assemblages préfabriqués. Donc, ils construisent tout en préfabriqué. Et ce n'était pas le cas par le passé. D'ailleurs, les trois frères ont eu des problèmes de vent fort dans leur jeunesse et en ont fait la mère expérience. Mais bon, c'est pas le sujet. Ces arguments attirent donc de nouveaux propriétaires qui souhaitent construire leur maison. Et par le passé, chaque frère occupait l'une des 3 business units, à savoir une business unit qui s'occupait de la paille, une autre sur le bois et une autre sur les briques. Le problème, c'est qu'avec la croissance de leur carnet de commandes, ils ont décidé d'embaucher du personnel sur le terrain et ils cherchent à développer leur activité pour pouvoir répondre à ces besoins de plus en plus forts de la part des clients. L'objectif, c'est que tous les chantiers soient approvisionnés en bons éléments préfabriqués au bon moment. Parce qu'en effet, étant donné que leur carnet de commandes a augmenté, ils commencent à avoir de nombreux chantiers en parallèle, de nombreuses maisons à construire en différents matériaux. Et donc, plutôt que d'être décomposés en 3 business units, ils souhaitent pouvoir, à eux 3, piloter leur activité et que celui qui s'occupait de la paille précédemment puisse aussi s'occuper du bois, de la brique, et donc rentrer dans une démarche où chaque acteur va pouvoir réaliser les tâches qu'il a besoin de réaliser, suivre l'avancement de chacun des chantiers, et donc avoir une visibilité sur ces processus. En macroscopique, donc on a mis en place de nombreux processus chez BTPig, et ce qui s'est passé, c'est que 3 besoins principaux ont été identifiés. Le premier, ça a été de piloter l'approvisionnement et les stocks de matières premières. Le deuxième besoin, ça a été d'être en mesure de réceptionner les commandes de la part de particuliers qui veulent se faire construire une maison. Et le troisième, ça a été d'être en mesure de planifier la production. Alors, pour répondre au premier besoin, qui est de piloter l'approvisionnement et les stocks de matières premières, ce qu'on a proposé, c'est des tableaux de suivi et des tâches automates. Je vais justement y revenir dans la démonstration sur Iterop. Donc, la mise en place de tableaux de suivi pour être en mesure de piloter les stocks de matières premières et les tâches automates pour pouvoir suivre la consommation de ces stocks. On va y revenir. Ensuite, la réception de commandes, on va revenir sur les URL externes qui permettent justement d'avoir un formulaire accessible juste avec une simple URL à n'importe qui va réaliser donc une tâche sur Iterop, sans se connecter avec un login mot de passe. Et enfin, la planification de production, où on va aborder la connexion à un Google Calendar, l'utilisation de référentiels métiers pour pouvoir sélectionner uniquement les créneaux qui sont disponibles et synchroniser notre Google Calendar avec Iterop. Donc, le contexte étant posé, on va aller directement sur Iterop. Je vais vous partager mon écran. Hop là. Et donc là, on est sur Iterop. Donc, a priori, la majorité des personnes qui sont présentes au webinaire aujourd'hui, vous êtes nombreux à être parmi nos clients, donc vous connaissez déjà les interfaces Play et les interfaces Design. Play pour pouvoir jouer les processus Design pour pouvoir les dessiner. Et donc, sur Design, les 3 frères de BTPig ont accès à 2 processus principaux. Je vais d'abord me concentrer sur le premier, ensuite on abordera le deuxième au travers d'une URL externe, justement. Donc, tout d'abord, je veux, moi, en tant que
propriétaires de la société BTPIG, être en mesure de commander des matières premières et de piloter leur approvisionnement. Donc, ils utilisent un processus de commande de matières premières où ils vont sélectionner leurs produits, du bois, de la brique ou de la paille. Donc, par exemple, imaginons qu'on souhaite commander de la paille. Ils vont choisir l'un de leurs fournisseurs, donc Papaye ou Ripaille, et on va avoir la même chose pour les briques avec Algébrique ou La Fabrique, etc., avec le bois également. Et donc là, on a des listes qui sont conditionnelles les unes par rapport aux autres. Et donc, si je sélectionne de la paille, je ne vais avoir uniquement que mes fournisseurs de paille. Donc, par exemple, j'ai commandé chez Papaye une dizaine de quantités en termes de quantité, une dizaine d'unités de briques, de paille, pardon, avec un coût à l'unité de 2 euros. Parce que chez Papaye, c'est à 2 euros. Par contre, chez Ripaille, c'est à 3 euros. Donc là, je vais commander chez Papaye et je démarre mon processus. Lorsque je vais aller dans mes tâches, je vais avoir une tâche de validation de la réception qui va être disponible, où je vois que j'ai commandé de la paille au fournisseur Papaye, une quantité de 10 avec un coût à l'unité de 2. Et donc, lorsque la livraison arrive, eh bien, je vais pouvoir dire si elle est complète ou non. Si elle n'est pas complète, je ne peux pas valider la tâche. Donc là, et je ne peux que trop vous encourager à revenir sur les webinaires, sur certains webinaires précédents, je peux envisager de mettre en place une boucle de discussion avec potentiellement mon fournisseur, avec un système de mail, etc. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais on pourrait l'envisager. Là, j'ai fait un système simple qui conditionnalise la réalisation de la tâche au fait que je déclare que la livraison est complète. Et automatiquement est affecté un numéro de lot, le numéro de lot numéro 15, j'y reviendrai tout à l'heure, pour pouvoir identifier ce lot de matières premières. Et je finalise la tâche. Et donc là, tout est fini. Donc j'ai pu commander ma matière première auprès de mon fournisseur. Et ce qui va surtout être intéressant, et ce sur quoi je voulais m'appesantir aujourd'hui, c'est sur le fait que si je vais dans le suivi, dans mes commandes de matières premières, eh bien, je vais pouvoir voir l'ensemble de tous mes lots disponibles. Et donc là, je le vois par exemple avec le lot 15 que je viens de commander, qui a un état en stock, dont le fournisseur est Papaye. J'ai le numéro de lot pour pouvoir bien tracer ma matière première, bien entendu. La quantité commandée de 10, la quantité restante de 10, avec un coût à l'unité de 2, et j'ai ma date de commande, ma date de livraison. Et parce que j'ai passé des commandes avant ce webinaire, eh bien, je retrouve pour la brique, pour le bois, les différents lots, les différents fournisseurs et toutes ces informations-là. Et on se rend compte que certains fournisseurs, j'ai déjà commencé à consommer un peu les lots. Donc, par exemple, alors là, hier, j'avais commandé chez Algébrique des briques, donc je ne l'ai pas consommé. Mais par exemple, où est-ce qu'on va le retrouver? Ah ben voilà, ici, au niveau du lot 10 de paille, j'ai déjà consommé une partie de mon lot. Il me reste plus que 2 unités, alors que j'en avais 3 initialement. Donc, voilà comment on leur a proposé de gérer leur stock. Et donc, ce tableau va leur permettre de gérer leur stock en temps réel. Ce qui va être intéressant, c'est surtout si ils souhaitent répondre à une commande. Donc là, comment ils vont faire? Je récupère l'URL externe. Alors, comme vous le savez peut-être, vous pouvez démarrer Iterop à partir d'URL externes qui sont générés automatiquement sur Iterop. Et avec l'URL que je viens de copier ici, donc qui est disponible directement depuis Design, j'y reviendrai tout à l'heure. Si vous mettez cette URL sur votre site internet, par exemple, sur votre site internet accessible par n'importe quel client, eh bien, le client, quand il va aller sur Iterop, quand il va cliquer sur ce lien, va, sans avoir besoin de se loguer, de s'identifier, va automatiquement aller sur une tâche Iterop qui va être considérée comme une tâche externe. Là, en plus, c'est même le démarrage d'un processus pour pouvoir justement remplir sa tâche. Et donc, rentrer son nom, son prénom. Donc, moi, je vais remplir le mien, comme si j'étais un client. Pas bien. Okay. Hop, je me suis trompé. Hop là. Sean, Quentin. Je vais marquer mon adresse mail, quentin@iterop.com. Mon téléphone, avec l'impossibilité pour moi, client, de mettre autre chose qu'un numéro de téléphone. De la même manière pour une adresse mail. Là, vous voyez que le champ est rouge. Je ne vais pas pouvoir valider parce que je n'ai pas mis quelque chose qui ressemble à un numéro de téléphone. Je vais mettre que des chiffres. Mon adresse, eh bien, je ne sais pas, rue du Loup, par exemple. Mon code postal, 31 000. Et la ville, j'habite à La Forêt, bien entendu. Et je vais commander une maison. Alors, le type de structure, moi, j'aimerais plutôt, on est en hiver, plutôt une maison en briques, une maison de taille moyenne. Et je vais mettre des commentaires. J'aimerais quelque chose de solide, par exemple. Et donc là, dans l'éditeur HTML, je peux mettre tous les commentaires que je veux. Je peux mettre du gras, du rouge, peu importe. Voilà, pour pouvoir
agrémenter ma demande d'un commentaire. Et je vais démarrer le processus. Et donc là, moi, client, j'ai démarré le processus et de mon côté, tout est fini. Par contre, côté BTPig, dans Play, ils ont reçu la demande. Et donc, la première tâche qu'il va falloir faire, c'est une tâche de routage, de qualification de la demande. Ça, c'est extrêmement classique dans beaucoup de processus, dans des processus de ticketing, dans des processus de demande de devis, par exemple. Eh bien, je vais avoir à analyser la demande. Et donc, moi, chez BTPIC, je vois l'intégralité de la demande sur la gauche. Est-ce que la demande est validée, oui ou non? Ah oui, a priori, elle est validée. Là, de la même manière que tout à l'heure pour le passage de commande de matières premières, on peut tout à fait envisager d'avoir une boucle de discussion avec le client qui va recevoir un mail. Bon, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont faisables facilement pour le coup. Ça, vous l'avez vu dans des précédents webinaires. Et donc, la tâche est réalisée. Et donc, à partir de là, je vais avoir à choisir les matières premières. Donc, la personne qui a fait le routage a validé ou pas la demande avec le client. Et donc là, la tâche de choix de la matière première va arriver au niveau du responsable de production, par exemple. Donc là, à des fins pédagogiques, je me la suis affectée pour que ce soit plus simple, bien entendu. Mais on peut imaginer que je me connecte, moi, responsable de production. Maintenant, je me connecte à mon Interop et je vois toutes les tâches que je vais devoir réaliser, tous les choix de matières premières. Et je vois la référence client qui va consister, qui a changé avec le nom et le prénom du client, le fait qu'il veut une structure de taille moyenne et qu'il la veut en briques. Et quand je vais cliquer dessus, eh bien, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver l'intégralité de mes stocks, ici dans ce tableau-là, avec tous les lots et leur consommation. Et donc là, par exemple, eh bien, je vois que je n'ai pas consommé grand-chose, tous mes stocks sont bons. Donc, je vais consommer, donc, par exemple, une certaine quantité de briques. Et pour cela, eh bien, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où j'ai choisi la brique et la dimension moyen, j'ai la gamme de fabrication qui remonte avec prendre les 5 palettes de briques, les assembler, tout emballer. Et donc là, la gamme peut remonter. Donc là, j'ai pris une gamme extrêmement simple, et on peut envisager de la complexifier. Et autre élément qui peut être intéressant, c'est que, et qu'on oublie parfois d'utiliser, c'est la possibilité d'ajouter dans la tâche en haut une procédure, des informations en plus. Et donc là, la procédure, c'est vous trouverez ci-dessous la gamme de fabrication du produit, en dessous figure le niveau de stock, et vous pouvez effectuer un panachage en utilisant plusieurs lots. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai décidé de consommer, par exemple, le lot 7. Je ne vais pas faire compliqué, je vais juste prendre le lot 7, mais je pourrais envisager d'ajouter plusieurs lots, les uns en dessous les autres. Je vais prendre le lot 7 et je vais en prendre 5. J'en ai suffisamment. Bien entendu, on peut envisager un système de vérification aussi, pour vérifier si sur le lot 7, j'ai suffisamment de briques. Et je finalise ma tâche. Donc, j'ai choisi mes lots, j'ai vu mes stocks. Et donc là, maintenant, la question qui va se poser, c'est la planification de la fabrication. Donc, le lot 7, on retient bien, le lot 7, il y en avait 15, j'en ai consommé 5, donc il devrait m'en rester 10. Et dans la planification de la fabrication, bien, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai ajouté dans les informations sur la gauche ce qu'on appelle une iframe, c'est-à-dire une incrustation d'un calendrier. Là, pour le coup, j'ai utilisé un calendrier Google sur mon compte. Donc, mon calendrier, il était une fois. Eh bien, je vais voir les créneaux qui sont disponibles pour pouvoir réaliser mes différentes maisons préfabriquées. Donc là, je vois que cet après-midi, a priori, pour le client, bon, il se trouve que c'était encore moi, j'ai une petite maison en bois à réaliser. Demain, j'en ai une moyenne en bois. Jeudi, j'ai de la brique, un brique moyen. Et là, je suis aussi sur du brique moyen. À ce moment-là, ça peut peut-être être intéressant de le faire l'après-midi. OK. Donc, je valide la fabrication de ce bâtiment. Oui, a priori, je vais bien avoir le temps de le faire. Si je regarde les semaines suivantes, ouais. Ah oui, la semaine prochaine, j'ai Marilou. Marilou, faut d'ailleurs, tu as commandé une maison en bois de taille moyenne qu'on va réaliser la semaine prochaine. Et donc, je valide la fabrication. Et donc là, je vais pouvoir choisir la date de début. Et ce qui va être intéressant, c'est que, d'une part, on a incrusté le planning de fabrication dans Interop. Et d'autre part, on a réussi, et je vous montrerai juste après comment, à le lier à Interop pour pouvoir avoir une contrainte. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de pouvoir planifier sur Interop la production de cette commande sur un créneau qui a déjà été sélectionné. Et donc, dans ma liste ici, donc je vais vous montrer juste après comment ça fonctionne. Demain, le mercredi 16 décembre, eh bien, je vois que je n'ai que le créneau qui commence à 14 h et qui se finit à 18 h, mais je n'ai pas le créneau du matin. Le créneau du matin n'est pas disponible. En effet, il est déjà consommé. Donc, je sélectionne celui-là, je finalise ma tâche et je n'ai plus qu'à valider la fabrication.
Alors, la validation de la fabrication, pour le coup, là, je rentre pas dans le détail, on n'est pas allé, on va pas jusque-là, et ça, c'est vraiment pas l'objectif de ce webinaire, hein, mais on peut imaginer que sur différents postes de travail, on va valider les différentes étapes qui ont été réalisées, potentiellement avec un smartphone, une tablette, directement depuis sur le site. Bon, ça, c'est autre chose. Et après, on va pouvoir aborder l'étape de transport. Et là, pour le coup, l'étape de transport, nous avons fait avec Marie-Lou il y a déjà quelques mois maintenant, ça va faire 6 mois, je pense, un webinar sur le fait de pouvoir tracer et piloter les flux logistiques avec Iterop. Et donc là, je peux que trop vous encourager à revenir sur ce webinar pour pouvoir voir un peu ce qu'on avait fait à l'époque. Marie-Lou vous mettra le lien vers le webinar dans le chat. Et donc là, je finalise ma tâche et derrière, je vais avoir un questionnaire de satisfaction, l'analyse des réponses éventuellement, et mon processus est terminé. Si je vais dans le suivi, ce qui va être intéressant, c'est de regarder, alors tout à l'heure, la brique, j'avais dit le lot 7, eh bien oui, le lot 7, il est encore en stock, la quantité commandée, c'était 15, et là, au niveau de la quantité restante, je ne suis bien plus qu'à 10. OK. Et si je vais regarder dans la fabrication, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'aujourd'hui, brique moyen, une structure en brique de dimension moyenne, c'était le numéro 48, c'est celui que j'ai fait. Eh bien, la date de début de fabrication, c'est le 16-12 à 14 heures. Et la date de fin de fabrication, c'est le 16-12 à 18 heures. Donc là, j'ai déjà réalisé les tâches, mais bien entendu, une fois que la tâche est réalisée, on va pouvoir valider la fin de fabrication. Et donc, moi qui pilote mon activité, moi, l'un des 3 frères de BT Pig qui pilote mon activité, je vais pouvoir voir en temps réel ici quels sont les produits qui sont en cours de fabrication et quelle est leur durée d'avancement, avec le nom de la tâche courante. Donc, par exemple, si je passe une autre commande, eh bien, je vais voir automatiquement dans le suivi où j'en suis, quel est le nom de la tâche courante, quelle est sa durée, etc. etc. Alors, avant qu'on passe sur la partie design, est-ce que vous avez des questions, Marie-Lou? Est-ce qu'il y a des choses qui sont montées ou Non, pour l'instant, j'ai pas de questions dans le chat. pour l'instant pas de questions? Ok. Peut-être qu'on va aborder l'onglet analyse dès maintenant et puis ensuite on passera sur le design. Ça peut peut-être être pertinent. Ce qu'on va pouvoir aussi souhaiter en tant que gestionnaire de production, c'est pas uniquement être en mesure de contrôler, de gérer nos stocks sur Iterop, c'est pas non plus être en mesure de gérer notre production en voyant l'état d'avancement de ma fabrication sur Iterop, mais c'est potentiellement aussi être en mesure d'analyser ce qui s'est passé sur Iterop pendant une période donnée. Et donc, typiquement, d'aller voir dans mon diagramme, eh bien, le temps passé sur chacune des tâches, le nombre de fois que je suis passé à l'intérieur. Donc là, je vais dans l'onglet Analyse, je choisis mon processus de fabrication. Et donc, en sélectionnant sur mon diagramme soit le passage total, le temps, le nombre d'instances en cours, donc là, je vais choisir le temps, par exemple, et pas le nombre de fois que j'y suis passé. Je vais choisir plutôt le temps. Ouais. J'aurais une question. Ok. Alors, on me demande comment tenir compte de la consommation d'articles, enfin, comment elle est décrémentée sur le stock de base. Comment elle est décrémentée sur le suivi? Je vais y revenir sur le design. On va utiliser, alors je peux faire un peu de teaser, hein, on va utiliser des tâches automates. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est hop là, dans le suivi, si je vais dans mes commandes de matières premières, je me rends compte que là, j'ai des stocks qui sont en cours. Et après, je vais avoir des stocks qui vont être terminés parce que je n'avais une quantité restante égale à 0. Tiens, ça, c'est une coquille, pardon. Mais quand je passe à l'état plus de stock, mes processus sont terminés. Donc ça se fait avec des tâches automates. Je vais y revenir. Et dans l'onglet analyse, ce que je voulais vous montrer, c'était le fait qu'on pouvait après analyser quelles étaient les étapes qui étaient particulièrement chronophages. Et donc là, je me rends compte qu'en moyenne, le choix des matières premières, a priori, il y a un goulot. Donc il y a peut-être quelque chose, peut-être une ressource supplémentaire à mettre à cet endroit-là pour pouvoir gérer ce choix de matières premières. Donc, a priori, vu les questions qu'on a, on va passer sur design. Je pense que c'est le moment. Alors, on va commencer tout d'abord avec le processus de commande de matières premières que je vous propose de regarder ensemble. Le processus de matières premières, si je vais dans le suivi, dans par exemple bien le lot 15 que j'ai fait tout à l'heure, je me rends compte que ce processus-là, il commence avec un élément de start. Donc ça, ce start-là, c'était bien entendu le start de tout à l'heure, hein, le premier formulaire où je vais commander de la paille à papaye en quantité 10. Ensuite,
je me rends compte, hop là, dans les informations générales, que j'ai la validation de la réception. Donc ça, c'était le fait tout à l'heure que je valide bien la réception avec l'affectation d'un lot. Donc ça, l'affectation de ce lot, bon, bah, c'est très simple, hein, c'est juste une liste dans mes paramètres. J'ai mon numéro de lot qui va s'incrémenter petit à petit. Donc là, mon dernier numéro de lot, c'est le 15, et là, le prochain numéro de lot qui sera automatiquement affecté, ça va être le 16. Là, je l'ai fait le même numéro pour tous les lots, que ce soit du bois, de la paille, des briques, mais on peut envisager plusieurs numéros de lot qui s'incrémentent suivant que ce soit de la paille, du bois ou des briques, bien entendu. Et ce dont je me rends compte après, c'est que je vais actualiser un référentiel métier de matière première. Donc, en effet, je me base sur un référentiel métier de matière première, donc où je retrouve globalement les informations qui sont dans le suivi. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément envie de donner accès à design à tous les utilisateurs qui vont avoir besoin de regarder ce qui se passe dans les stocks de matières premières. Et donc, si on regarde ce référentiel métier, oui, il y a les produits, le numéro de lot, la quantité initiale, la quantité restante, le coût, l'état, la date de commande, la date de livraison, comme dans le suivi. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est l'identifiant de la tâche. L'identifiant de la tâche, à quoi ça correspond? Ça correspond à cette tâche-là. En fait, ce qu'on a fait dans ce processus-là, c'est que une fois qu'on a actualisé le référentiel métier en matière première avec le premier niveau de stock, on va se retrouver avec une tâche qui va être une tâche qu'on va appeler une tâche automate, qui va être en attente de quelque chose, qui va être en attente d'un input. Alors, si je vais dans mes modèles, dans la configuration de matière première, cette tâche-là, comme vous voyez, elle est affectée à un automate. D'accord? Je vais y revenir. Et 5 secondes après que cette tâche soit disponible, va s'exécuter ce petit script-là. Ce petit script, qu'est-ce qu'il a comme vocation? Il a juste pour vocation d'écrire dans mon référentiel métier que je viens de vous montrer, donc, non pas épinglé, excusez-moi, hop là, désépinglé, c'est dupliqué que je veux. Voilà. Dans le référentiel métier que je viens de vous montrer, ici, de stock de matières premières, il va avoir pour vocation de noter sur cette ligne l'identifiant de la tâche qui est en attente. Pourquoi? Parce que on va vouloir faire avancer cette tâche automatiquement avec la quantité qui a été consommée. Et comment on va la faire avancer automatiquement? On va la faire avancer automatiquement via l'autre processus, le processus de fabrication, quand je vais sélectionner dans quel lot je vais venir taper. Et donc, je vais vous présenter sur l'autre processus ce qui se passe. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'après, je calcule la quantité restante, je l'actualise dans mon référentiel métier, et si elle est égale à 0, je change l'état de mon stock. Mon stock passe à l'état plus de stock, et à ce moment-là, au niveau de ma porte, le processus se termine, ce qui fait que dans Iterop Play, certains lots, quand ils sont à 0 et qu'il n'y a plus de stock, passent en état terminé parce que le processus qui gère ce lot-là est terminé. Donc finalement, on se débrouille pour faire en sorte qu'une ligne égale un processus égale un lot, et que quand cette ligne quand ce lot est consommé, le processus associé est terminé et donc il disparaît de notre tableau de suivi. Et donc maintenant la question est, comment je fais pour faire avancer cette tâche par automate? Comment je fais? Je vais directement, donc là je vais faire évoluer le processus, le processus de fabrication, ouais c'est ça, le processus de fabrication, parce que j'ai des appels de sous-processus, c'est pour ça que j'hésitais, où là, je vais sélectionner dans ma tâche de planification de la fabrication, c'est ce que vous voyez tout à l'heure, pas de planification, pardon. Dans mon processus de choix de matière première, je sélectionnais la nomenclature à utiliser, donc le numéro de lot et la quantité. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, je vais récupérer dans une tâche de script, je vais récupérer le lot. Donc là, j'en ai consommé un, mais il faut imaginer qu'on puisse le faire pour plusieurs lots, bien entendu. Et on va faire un auto-appel API au travers d'une tâche de service qui va nous permettre de déclencher l'autre tâche. Et pour déclencher cette autre tâche, de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de récupérer le task ID, donc c'est-à-dire l'identifiant de la tâche de ce lot qui est en attente. Et cet identifiant, je l'ai récupéré tout simplement dans mon référentiel métier de stock. Donc là, quand j'ai sélectionné mon lot numéro 15 tout à l'heure, il est là. Quand j'ai sélectionné mon lot numéro 15, dans une tâche de script, je suis allé récupérer l'identifiant de la tâche en attente dans l'autre processus. Et avec mon service, qui va tout bêtement appeler l'API d'Iterop, donc Iterop s'auto-appelle, je vais faire avancer cette tâche-là dont je connais l'ID avec la quantité consommée. Et la quantité consommée, c'était ce qu'on retrouve dans le formulaire. Rappelez-vous,
commander les matières premières. La quantité consommée, c'est celle qu'on retrouve ici. Et donc, on va remplir la tâche automatiquement depuis un autre processus pour faire avancer celui-là et actualiser le niveau de stock, et donc que ça s'affiche dans le suivi. Ça, c'est la première partie. Marie-Lou, est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant que je passe à l'iframe? Je vois taper frénétiquement. Oui, tout à fait. Alors, j'ai 3 questions donc en attente. Comment les habilitations sont gérées avec le calendrier? Alors ça, c'est la question suivante. Ça, donc là, je me concentrais sur les tâches automates. Donc pour le calendrier, ça, je vais y revenir. On avait aussi... Alors, attends, je remonte juste dans le chat. On va essayer de traiter les sujets les uns après les autres. Comment déclencher une nouvelle commande automatiquement? Déclencher une nouvelle commande automatiquement? Une nouvelle commande de matière première? Peut-être une commande client. Ou une commande client, la déclencher automatiquement, alors quel serait l'intérêt? Parce que déclencher une nouvelle commande automatiquement, si, alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est typiquement de la même manière que là, je fais un appel API pour faire avancer une tâche automatiquement. On peut aussi envisager, si on a si on a un ERP par exemple qui nous gère nos commandes, on peut envisager de faire démarrer le processus. Alors non pas commande matière première. Alors là, la question est bien sur la commande de matière première. Oui, de toute façon, oui, c'est sur la commande de matière première. De toute façon, la réponse est relativement semblable. C'est-à-dire que sur la commande de matière première, on peut envisager de faire avancer typiquement depuis votre ERP, de déclencher ce qu'on faisait manuellement ici, donc de cliquer ici et de commander la matière première. On peut tout à fait déclencher cette tâche, ce processus-là, et remplir ces données-là par appel API sur Iterop. Donc, si je vais sur les services, dupliquer l'onglet. Dans l'administration, donc, si je vais sur la documentation d'Iterop, que certains parmi vous connaissent sûrement, j'ai tout un ensemble de méthodes API qui permettent de démarrer un process et de le commencer, de le lancer depuis l'extérieur. Donc, typiquement, là, on va avoir tendance à prendre Start Process pour pouvoir déclencher mon processus et lui injecter les données souhaitées dans la tâche de start pour qu'il puisse se déclencher automatiquement depuis un autre système d'information. J'espère avoir répondu à la question. Si jamais, n'hésitez pas à compléter. Et la troisième question, Marie? Et alors, la troisième question, plutôt design. Dans la tâche Start, comment est fait le changement du coût à l'unité en fonction du fournisseur? Alors ça, c'est une fonctionnalité assez simple à mettre en œuvre. Alors, ici, j'ai une table de fournisseurs. En effet, j'en ai pas parlé. Où j'ai tous mes fournisseurs, donc Papaye, Ripaille, Osabois, Flambois, La Fabrique et Algébrique, les différents produits qu'ils proposent et un coût à l'unité. Et donc, quand je vais sur mon modèle donc là, de matière première, ouvrir le modèle en cours, dans mon Start, j'ai configuré mon formulaire avec des listes et au niveau du coût à l'unité, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, déjà pour le fournisseur, j'ai dit que c'était une liste, que cette liste elle faisait appel au référentiel métier fournisseur et à la colonne fournisseur. Et j'ai dit que cette variable dépendait d'une autre variable précédemment remplie. Et donc, cette variable fournisseur dépend de la variable produit qui est juste au-dessus et cette variable produit étant elle-même remplie avec la colonne produit dans mon référentiel métier. Et pour le coût à l'unité, c'est exactement la même chose, sauf que là, je n'ai pas une liste qui s'affiche parce que je suis en lecture seule, étant donné que je n'ai qu'une seule possibilité. Je vais donc avoir ce champ-là qui va se remplir avec le référentiel fournisseur, la colonne coût à l'unité, et donc comme je suis en lecture seule, il va remonter automatiquement le coût à l'unité que j'ai ici. Donc là, si je sélectionne Papaye, si pour le produit paille, je sélectionne le fournisseur Papaye, va remonter automatiquement le coût à l'unité de 2 €. J'espère avoir répondu à la question. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai encore deux autres questions. Okay. Toutes les données d'entrée via le formulaire sont enregistrées et accessibles. Où est-ce qu'on peut les visualiser en gros? Donc les données qu'on a entrées dans la réalisation des tâches? Ouais.
Alors, dans la réalisation des tâches, on va avoir plusieurs possibilités. La plus classique, hein, la plus simple, donc par exemple, quand j'ai passé une commande, là, je vais sur mon processus que j'ai lancé tout à l'heure, tout est vert, il est terminé. Je vais pouvoir avoir accès dans l'onglet Détails à toutes les données qui ont été rentrées et même à toutes les données qui ont été générées dans chacun de mes scripts. Là, j'ai même un appel de sous-processus, là, j'ai un script, là, j'ai une tâche de mail qui a été envoyée. Alors oui, ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, hein, mais automatiquement, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler parce que ça se fait un peu en parallèle. Mais lorsque j'ai fait ma demande, lorsque j'ai fait ma commande de maison, hein, dans ma tâche de départ, que ma demande a été validée tout à l'heure, hein, avec le oui/non, eh bien, moi qui ai rempli mon adresse mail au départ, j'ai bien reçu un mail qui est configuré avec les données que j'ai rentrées. Donc, bonjour Quentin Schoen, donc ça c'est mon nom et mon prénom que j'avais rentré. Vous nous avez passé une commande pour construire une maison en structure brique de dimension moyen à cette adresse, rue du Loup 31 000 La Forêt. Votre demande a bien été prise en compte et la construction des éléments va commencer sous peu. Donc ça, l'envoi de mail automatique, l'envoi de mail automatique est surtout configuré, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez facilement sur Iterop dans une configuration de tâches. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez, c'est quelque chose de très, très classique. Après, au niveau des informations qu'on peut retrouver dans chacune des tâches, donc en effet, on va pouvoir le retrouver ici dans le suivi, depuis les détails. On va également pouvoir afficher toutes les données du processus si, de façon un peu plus technique, de façon un peu plus, en particulier si jamais il y a une erreur, si jamais il y a quelque chose que l'on cherche, on peut aussi le retrouver ici avec leurs identifiants, les identifiants techniques. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai le nom des variables, mais elles sont entrées sur Iterop. Et pour ceux qui font des scripts parmi vous, vous savez qu'il y a un identifiant de variable, donc start underscore prénom pour la variable Quentin. Donc, si jamais vous en avez besoin, elles sont stockées ici. Et on peut aussi envisager, comme je le fais typiquement pour les stocks, on peut aussi envisager de stocker certaines données dans des référentiels métiers, ce qui peut permettre aussi de les manipuler par ailleurs. Dernière chose, que ce soit depuis les référentiels métiers ou depuis le suivi, vous pouvez vous construire vos tableaux de bord comme je l'ai fait ici. Hein, donc là, j'avais mon onglet de fabrication. Vous pouvez vous construire vos tableaux de bord automatiquement avec une remontée de données en temps réel et sélectionner toutes les variables que vous souhaitez depuis votre processus. Donc, par exemple, je peux vouloir avoir la nomenclature utilisée. Alors ça, je vais d'ailleurs peut-être y revenir un petit peu. Mais je peux vouloir faire remonter n'importe quelle variable que je souhaite et faire un export en Excel ou en CSV de ce tableau de bord complètement personnalisé que je me suis fait, que ce soit depuis le suivi ou depuis le référentiel métier. Ce qui va être intéressant également, et ça, je vous en ai parlé, mais très rapidement, c'est la gamme de fabrication. Je ne crois pas qu'on ait eu de questions dessus. Mais la gamme de fabrication qui remontait tout à l'heure, en fait, je l'ai tout simplement enregistrée dans un référentiel métier également. Donc, les référentiels métiers, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués, c'est vraiment le cœur des données statiques, en général statiques d'Iterop, où on va pouvoir stocker, par exemple, pour la structure paille en dimension petit, eh bien, directement en HTML, le code HTML qui va me permettre d'aller à la ligne pour avoir une gamme de fabrication qui soit quand même un peu lisible, un peu présentable. Donc là, pour ceux qui manipulent un peu le HTML, vous connaissez les balises P qui permettent de faire des paragraphes les uns en dessous des autres. Et donc, avec directement le code HTML rentré ici, ça me permet, dans une tâche, d'afficher automatiquement la gamme de fabrication avec un format sympa et potentiellement du gras, de la couleur, des choses comme ça, peu importe. Il y avait une autre... et si dernière chose quand même sur le suivi que je n'ai pas abordé, c'est que le fait de pouvoir avoir accès à ces données-là, plus ou moins de détails, plus ou moins d'accès, plus ou moins de possibilités de modification aussi des tableaux de bord, eh bien, ces droits d'accès se gèrent depuis design, depuis les déploiements, processus par processus, où vous allez pouvoir gérer les droits de supervision de chacune des personnes qui vont être amenées à travailler sur le processus, pour qu'elles puissent avoir des droits d'initiation, où là, elles peuvent uniquement commencer le process, mais n'ont pas le droit de suivi. Des droits de supervision limités ou étendus sur leur propre processus pour avoir accès à toute ou partie des données de leur processus. Des droits de supervision limités ou étendus sur l'ensemble de toutes les instances de processus qui ont été lancées pour ce processus. Là, je suis sur passer la commande. Donc, par exemple, moi, je veux avoir accès aux commandes que j'ai lancées, mais aussi aux commandes que mes collègues ont lancées. Et enfin, des droits de modification de contrôle. Là, ça va me permettre, depuis le suivi,
de pouvoir modifier a posteriori les données qui ont été rentrées. Donc là, typiquement, moi qui suis contrôleur, eh bien, si je vais sur passer la commande, dans les commandes terminées, hop là, dans les informations générales, alors là, mon processus est terminé, mais si le processus n'était pas terminé, je pourrais modifier directement ici la valeur des différentes variables. Sauf si on a une question, je pensais aller sur le calendar. Potentiellement 2 questions sur, encore une fois, le déclenchement automatique à partir d'un seuil d'alerte au niveau du stock. Ouais, alors ça, c'est tout à fait possible. Ce sera un appel API également. C'est-à-dire que de la même manière, ah oui, ça c'est intéressant. J'aime quand le public nous propose des améliorations. C'est vrai que c'est intéressant. Donc, ouvrir le modèle en cours sans l'écraser. Alors, il y a 2 possibilités. La première possibilité que j'imagine spontanément, ce serait que si la quantité arrive à 0, par exemple, ici, juste avant la fin, eh bien, je vérifie l'état de mes stocks. Alors là, si j'ai lancé un processus de briques, je vérifie l'état de mes stocks en termes de briques. Donc, je vais aller checker dans le référentiel métier pour les briques ce qu'il reste. Et si jamais je passe sous un seuil minimal que je peux fixer dans un référentiel métier, eh bien de la même manière, faire un appel auto-API pour pouvoir déclencher une nouvelle instance de ce processus avec des briques, avec une commande chez un certain fournisseur. Oui, ça c'est tout à fait possible. Et ce sera exactement la même chose que, alors pour le coup, ce sera pas, donc ici je vais faire le service, et ce service va être très semblable à celui-là, de consommation d'un lot où je fais un appel API, là non pas pour faire avancer une tâche, mais pour déclencher un nouveau processus avec des nouvelles valeurs que je peux fixer dans un référentiel métier, à savoir si mon stock est à tel niveau, est en dessous d'un certain seuil, eh bien en commander 10 chez tel fournisseur. S'il est en dessous d'un certain seuil encore plus bas, eh bien peut-être en commander 20, 30, etc. chez un ou plusieurs fournisseurs, suivant des règles métiers que j'enregistre dans un référentiel métier. Ça, c'est tout à fait possible. Oui. Et pas très compliqué à faire pour le coup, hein. C'est 3 tâches. Parfait. Et on a une question aussi sur comment tu vas paramétrer le champ pour afficher la gamme. Alors, le champ pour afficher la gamme. Ok, ben alors je vais y revenir. Choisir les matières premières. Ouais, c'est ici. Donc, choisir les matières premières. Donc là, j'ai la gamme. Ah oui, c'est ça. C'est parce que récupérer les stocks, en effet. Donc là, je suis dans un script juste un peu avant. Et dans mon script, j'ai vu que au moment où je suis dans la fabrication, je sais quel est le type de structure que je souhaite. Donc du bois, de la paille ou des briques, et je connais la dimension, grand, petit ou moyen. Et bien à partir de là, j'ai déjà les 2 bonnes informations, la structure et la dimension, pour pouvoir aller sélectionner dans mon référentiel métier. Donc là, c'est un peu de script, hein, mais ces fonctions-là, donc pour ceux qui connaissent déjà Iterop, hein, ces fonctions-là sont accessibles directement depuis le clic droit. On va pouvoir aller dans un référentiel métier, récupérer des valeurs spécifiques dans un référentiel métier. Donc là, ça affiche automatiquement la fonction qui est préprogrammée et donc dans laquelle je vais mettre mon sélecteur. Donc mon sélecteur qui va dire, je veux aller sélectionner pour la structure petite, pour la dimension petite et pour la structure paille, par exemple, eh bien, je vais aller sélectionner la nomenclature. Et ensuite, ce champ nomenclature, eh bien, je le mets dans une variable que j'appelle gamme. Et cette variable gamme, c'est tout simplement du texte riche pour pouvoir interpréter correctement les balises HTML que j'ai rentrées dans mon référentiel métier, ce que je vous ai montré juste avant. Et ensuite, j'ai juste à glisser cette variable sur la gauche. Ça, c'est pour la gamme. On passe à la planification. Oh là là, c'est magnifique, on est sur la planification de la fabrication. Donc, là, il y a une petite astuce qu'on a utilisée. Donc, pour ceux ah oui, ça c'est une tâche de script que j'aurais pu supprimer, excusez-moi. Donc, au niveau de mon script ici, j'ai récupéré l'URL de mon calendrier. Donc ça, c'est une connexion à un calendrier Google Calendar. Donc je crois que dans la documentation, on a déjà quelques éléments là-dessus, hein, pour ceux parmi vous qui ont accès à la documentation. Il me semble qu'on a déjà quelques éléments dessus. De toute façon, c'est une connexion qui est qui est vraiment pas très compliquée à faire. Hein. C'est aller se connecter à un calendrier que j'ai déjà préconfiguré. Et à partir du moment où je récupère l'URL de mon calendrier, qui est partageable sur Google, donc vous récupérez cette URL, vous la collez dans la source, et là, on utilise une balise iframe qui va permettre d'incorporer ce calendrier sous une jolie forme sur Iterop. C'est exactement la même chose que ce que j'ai fait quand je vous ai montré la vidéo YouTube avec le webinaire. C'est pareil, c'est une iframe. Et donc là, je vais la glisser, ici,
sous format calendrier. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est donc pas par contre, hein, en plus, ce qui va être intéressant, c'est que là, on a réussi à conditionnaliser les dates qui sont disponibles. Alors, comment on a fait ça? Ça, tout simplement, ce qui est un peu caché derrière, c'est le fait que on a un référentiel métier qui nous gère les créneaux disponibles. Donc, les créneaux disponibles avec un horodatage tel qu'il est compréhensible et des timestamps qui sont donc le format de date, un autre format de date en millisecondes depuis une certaine date, donc 1970 ou 1901 suivant les systèmes, qui va nous permettre de référencer dans ce référentiel métier tous les créneaux qui sont disponibles. Donc là, j'ai référencé des créneaux d'une demi-journée, hein, de 4 heures, entre le début et la fin, de référencer tous les créneaux et de savoir s'ils sont disponibles ou s'ils ne sont pas disponibles. Et en fait, quand je vais sélectionner, dans la planification de la fabrication ici, quand je vais sélectionner une date, eh bien, ce qui va se passer, c'est que en aval, quand je vais l'enregistrer dans le calendrier, là, je fais appel à un sous-processus. Alors ça, j'ai décidé de le sous-processer parce que typiquement, l'enregistrement dans un calendrier d'une date, j'ai potentiellement envie de l'utiliser depuis d'autres processus. Donc, j'ai préféré le sous-processer. Eh bien, dans l'enregistrement, j'actualise la date et j'actualise le référentiel métier. Donc, on va aller voir le modèle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais aller inscrire cette date-là dans mon agenda. Donc ça, c'est au travers du service juste après, la création de l'événement dans l'agenda sur Google, pardon. Et ce que je vais aller faire, ce que je vais m'amuser aussi à faire, c'est à changer la disponibilité dans mon référentiel métier de ce créneau-là. Donc là, le booléen dispo ou pas dispo, je vais aller changer sa disponibilité. Ce qui fait que typiquement, à partir du moment où j'ai sélectionné une date dans Iterop parce que je la voyais disponible sur Google Calendar, par la suite, en aval, je vais avoir l'actualisation de Google avec la création de cet événement, ça avec un appel API à configurer, le lien que je fais avec Google Calendar, mais en même temps, l'actualisation dans ce référentiel métier du fait que ce créneau-là, il n'est plus disponible, on ne peut plus le sélectionner. Et ça se fait avec businesstable.update businesstable-rows. Donc ça, l'idée, c'est que je vais mettre à jour la table pour ce créneau-là, et la disponibilité, elle n'est plus égale à true, elle est égale à false, et donc cette disponibilité-là ne va plus apparaître, tac, 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 fabrication, cette disponibilité-là ne va plus apparaître dans ma liste. En effet, là, on a une variable qui est fixée à, la variable dispo qui est fixée à true, c'est-à-dire que je ne vais sélectionner, pour pouvoir mettre une condition sur la date de début de fabrication. Et cette date de début de fabrication, eh bien, je vais lui mettre une dépendance à la disponibilité égale à true, pour éviter d'afficher dans les dates de début de fabrication les dates pour lesquelles la disponibilité est égale à false, parce que ces dates sont déjà consommées. Alors, c'est un petit peu complexe, hein, l'utilisation, mais voilà, l'idée qu'il faut vraiment retenir, c'est j'utilise un référentiel métier et un appel API vers Google Calendar pour créer mes événements. Et ensuite, dans la tâche qui va me permettre de sélectionner les dates, eh bien, je mets un filtre pour ne sélectionner que les disponibilités égales à 3. Super. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que ça répond à la toute première question qu'on avait tout à l'heure? Je pense que oui, j'ai pas eu de précision. Et j'ai pas d'autres questions en attente. Donc, oui, merci. Ok, c'est bon. Ok, nickel. Parfaitement. Donc c'est une petite astuce que nous avons utilisée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'en ai pas d'autres dans mon fil. Ah, donc là je regarde un peu plus vos questions. Pour Emmanuel Martina, oui, le déclenchement à partir d'un niveau de stock, ça, pour le coup, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est directement depuis les stocks de matières premières, pas depuis les stocks, pardon, depuis ce que j'ai appelé gamme de fabrication, pour soit chaque gamme de fabrication, soit peut-être faire un autre référentiel métier, avoir rajouté des colonnes avec le stock minimal à avoir, ou peut-être même plutôt par fournisseur. Peut-être plutôt, je le mettrais plutôt ici. Par fournisseur, le stock minimal de produits que je souhaite avoir. On peut aussi envisager d'enregistrer des. Donc là, le transport, je l'ai pas abordé parce que c'est vrai qu'on l'a abordé dans un précédent webinaire, mais on peut aussi envisager de mettre des délais de livraison, des niveaux de risque également, de construire des indicateurs de performance aussi par rapport à ça. Faut bien avoir en tête que derrière, là, je n'ai pas parlé d'indicateurs de performance, c'est vrai que j'en ai pas configuré, mais on peut aussi envisager
Dans les indicateurs de performance, d'avoir un suivi de notre niveau de stock aussi, ça c'est tout à fait envisageable. On peut aussi envisager d'avoir justement, d'enregistrer dans des référentiels métiers ces délais de livraison, des niveaux de risque associés, des choses comme ça qui sont très opérationnelles et très utiles justement en production normalement. Enfin, en général en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'un point de vue pragmatique, est-ce qu'on pourra mettre à disposition l'export du processus et la configuration? Oui, moi, je n'ai pas de, a priori, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être juste la connexion au Google Calendar. Faudra peut-être, Oui. étant donné qu'elle est en interne, il faudra peut-être que je nettoie un petit peu, mais si c'est bon pour vous. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, avec plaisir, Emmanuel. N'hésitez pas à nous contacter par la suite, suite au webinaire, bien entendu. Ça avait déjà été le cas sur le webinaire transport et sur les précédents. De toute façon, Oui. sur tous nos webinaires, en général, il y a parfois des questions par la suite. Donc, n'hésitez pas, on peut prendre le temps aussi, nous, de notre côté, de répondre plus en détail ou de rentrer un peu plus en détail. Là, c'est vrai que vous êtes un public assez large avec des personnes qui ont des niveaux, qui ont des niveaux sur Interop et des connaissances d'Interop qui sont relativement différentes. J'ai essayé de nourrir tout le monde, mais merci Maryse. J'ai essayé de nourrir tout le monde, mais voilà, si vous avez besoin de plus de précision, de rentrer plus dans les détails de certaines choses, ou qu'on reprenne le temps, n'hésitez vraiment pas. Oui, et de toute façon, je vous enverrai le replay et j'essaierai de vous envoyer du coup l'export du processus avec la configuration en même temps. Pas très bien. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Quentin d'avoir animé ce webinaire. Avec plaisir. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.